Vous avez peut-être une idée de ce qui se passe avec les pénuries de pétrole en Russie. J'ai vu les images où vous en parlez, en expliquant qu'il y a des files d'attente. C'est bien ça. Des voitures alignées les unes derrière les autres. Des gens qui attendent pour faire le plein. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ces pénuries en Russie? Bon, vous savez, c'était du sarcasme. Bref, on a pris la route. Enfin, je conduisais déjà un peu autour de Moscou au départ, mais on a roulé vers le sud. Je ne vais pas dire où je loge, la sécurité opérationnelle, c'est la sécurité opérationnelle, mais je suis dans le sud, dans l'extrême sud même. Et on a roulé jusqu'à juste après ma gare, environ 1200 km. Alors sur la route, sur les grands axes, je dirais que à peu près une station-service sur deux avait du carburant. Il y avait des files d'attente, par endroits, oui. D'abord, c'est la saison où beaucoup de gens descendent vers le sud. Cette grande migration russe commence parce que les gens cherchent la chaleur, un climat plus doux. Et c'est vrai qu'il fait chaud, 31, 32 degrés ici, mais pas les 45 qu'on a en Europe, ou plutôt dans l'Europe non russe. D'ailleurs, la plupart de l'Europe connaît en ce moment un hiver plutôt froid. Je veux dire, l'été. Cette année, on a parfois l'impression d'être en hiver. Donc voilà, il faut juste prévoir 2 ou 3 heures de plus sur la route, parce qu'il y aura forcément des files d'attente. Et puis, moi, je gardais toujours le réservoir plein. À chaque fois qu'il descendait d'un tiers, je trouvais une station et je faisais le plein au cas où la situation s'aggraverait plus loin. J'aurais pu aller plus loin, beaucoup plus loin, et faire le plein moins souvent, parce qu'en réalité, il y avait largement assez de carburant. Oui, j'ai fait la queue ici et là. Les pires files, c'était quand les camions-citernes arrivaient pour remplir les cuves, parce que là, tout s'arrête. Je ne sais pas trop pourquoi ça prend 1 heure et demie pour remplir les réservoirs. C'est sans doute un truc technique de leur côté. Oui, en général, ils ferment pendant environ 1 heure et demie, le temps de vider le réservoir mobile du camion dans les cuves souterraines. Mais bon, c'est à peu près tout. Franchement, la plupart des files d'attente, quand il y en avait, c'était quoi? 5 ou 6 voitures au maximum par pompe ou par cuve. Donc non, dire que c'est une situation catastrophique ou dramatique, pas du tout. Après, ça dépend des compagnies. Certaines abusent clairement, les prix ont augmenté, quoi qu'il arrive. Mais il y a les gros acteurs, comme Rosneft ou Lukoil. Eux, ils ont augmenté le prix du 92 octane. C'est bien plus élevé que la base américaine, qui est à 4,27 d'ailleurs. En Russie, la base, c'est 4,22, puis 4,15 et maintenant 100. Je ne vois pas trop l'intérêt du 100, sauf si on fait de la course automobile. Mais le 4,22 avant, c'était autour de 57 roubles le litre. Je crois que c'est 3,8 litres par gallon pour les Américains. En ce moment, on est autour de 63, 64, ce qui est déjà une belle hausse, environ 10-12%. Mais il y a aussi des entreprises comme Lukoil qui ont monté leur prix jusqu'à 4,25, voire 100. Et là, je pense que le gouvernement devrait se pencher dessus. C'est aussi une grosse société. Mais ça, c'est de l'abus. Quelques stations ont fait ça juste parce qu'elles pouvaient. Mais oui, c'est clairement de l'abus. Le prix augmente, d'accord, mais 2 des plus gros acteurs sont restés sur une hausse de 10 à 12%, alors que cela monte carrément de 40%. Et certaines petites stations, les indépendants, la plupart n'avaient même plus de carburant. Honnêtement, je ne leur fais pas trop confiance non plus parce qu'ils achètent leur essence aux grands groupes et en général, ce sont les derniers à être livrés. Donc eux, ils récupèrent ce qu'il y a tout au fond du réservoir, d'accord? Ils prennent déjà les dépôts. Et puis, beaucoup d'entre eux ne reçoivent rien du tout en ce moment, parce qu'il y a encore beaucoup de demandes,
surtout pendant la saison où tout le monde prend la route. Du coup, les gros distributeurs livrent d'abord leurs propres chaînes et quand ils arrivent chez les petits indépendants, il ne reste plus rien. Mais il y a du carburant. Ce n'est pas un effondrement du carburant. Je sais que certains à l'Ouest vont se désespérer, se dire que tout s'écroule. Eh bien non, on ne s'effondre pas. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, les récoltes ne pourrissent pas dans les champs non plus. Non, on aura largement de quoi exporter et encore plus de quoi manger. En fait, les engins lourds travaillent partout. Certains disent que l'un des signes de l'effondrement de la Russie, c'est qu'elle n'exporte plus de diesel. Eh bien, voyons. La Russie n'a jamais exporté de diesel à cette période. Elle bloque ses exportations de diesel chaque année, d'avril à environ septembre, pour la plupart parce que c'est la saison agricole. Et selon la région de Russie où l'on se trouve, le secteur agricole démarre à des moments différents. Dans l'extrême sud, on commence à labourer les champs vers la fin mars ou début avril, parce qu'ils font généralement au moins 2 récoltes par saison. Et dans le nord, le Grand Nord, on laboure plutôt vers la mi-mai. Là, ils n'ont qu'une bonne récolte, mais grâce à la lumière continue et aux journées très longues. Ils vont donc recevoir beaucoup de lumière. Et si vous regardez les vidéos, vous verrez que la première récolte est en train d'être ramassée. Une grande partie du blé a déjà été coupée, il n'a pas forcément été replanté. Plus au sud, ils ont déjà replanté. Ils ont terminé les semis pour la prochaine récolte qui arrivera vers la fin septembre, début octobre. Donc oui, voilà, on ne va pas mourir de faim. Désolé, la famine est rayée du menu. En fait, la famine est rayée du menu pour tous ceux qui achètent à la Russie. Je ne peux pas garantir pour l'Union européenne, mais pour l'Afrique, l'Asie, l'Égypte par exemple, la famine n'est pas au menu. Puisque vous venez d'expliquer les pénuries qui se produisent en Russie et que les gens y sont tellement désespérés à cause de ça, je pense que beaucoup des problèmes en Europe ont été en quelque sorte résolus par ce récit autour des pénuries, celui qu'ils utilisent pour appuyer leur position sur la question de l'Ukraine. Je voudrais maintenant changer un peu de sujet, SAS, et parler de ce qui se passe en Asie de l'Ouest, l'attaque iranienne contre la Jordanie. C'était assez important parce que c'est la première fois que le CENTCOM reconnaît publiquement que 2 soldats ont été tués. Hier, ils ont annoncé la nouvelle et l'un d'eux est porté disparu. Environ 15 ou 16 militaires ont été envoyés en Allemagne à cause de leur état et aujourd'hui, ils ont annoncé que 2 autres soldats avaient été tués. Et voilà où on en est aujourd'hui avec la guerre. Le conflit est en train de s'intensifier, d'une certaine manière, parce que les États-Unis ont attaqué ou frappé la centrale nucléaire de Darwan, dans l'ouest de l'Iran. Ensuite, il y a eu une attaque iranienne contre le réseau électrique au Koweït, et 2 usines de dessalement ont été touchées en même temps que le réseau. Selon vous, vers quoi se dirige cette guerre? On a l'impression que dans les prochains jours, il va y avoir une forte escalade entre l'Iran et les États-Unis. Et pendant ce temps, tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est de la Coupe du Monde, de la finale. Peut-être que demain, après-demain et dans les semaines à venir, on va assister à une nouvelle montée des tensions. Quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, je vois une partie sud du Moyen-Orient, du Golfe Persique, complètement dépeuplée. Écoutez, vous savez, ces usines de dessalement, je ne suis pas sûr du nombre d'habitants au Koweït. Attendez, je vais vérifier rapidement, juste par curiosité. Je pense qu'il y aura quelques centaines de milliers de personnes. 5,1 millions. Oui, 5,1 millions, dont 1,5 million sont des citoyens. Donc le reste, c'est, vous savez, de la main-d'œuvre payée. D'ailleurs, ils appellent cette main-d'œuvre des esclaves. Beaucoup d'États arabes le font.
Je connaissais un colonel français qui a servi là-bas. Il le détestait. Il était lieutenant du génie après la guerre du Golfe et son bataillon est resté pour continuer le déminage. Il m'a raconté qu'à la fin, lors de la cérémonie d'adieu, le ministre de la Défense du Koweït est venu et a dit « Merci d'avoir été de si bons esclaves pour nous. Vous avez été les meilleurs esclaves qu'on ait jamais eus. » Il a dit qu'il les avait détestés depuis ce jour-là. Et c'est vrai, ce sont vraiment des assassins de Trump. Soyons honnêtes. Donc, 1,5 million de citoyens. Les autres, probablement. Enfin, soyons réalistes, c'est sûrement bien moins que 5,1 millions aujourd'hui, parce que tous ceux qui avaient un peu de bon sens et assez d'argent pour se tirer l'ont fait. Disons qu'il reste, 4 millions de personnes. D'accord. Les usines de dessalement couvraient environ la moitié de cette population, soit 2,5 millions de personnes. Donc maintenant, il reste de l'eau pour 2 à 2,5 millions de personnes, alors qu'il faut nourrir environ 4 millions d'habitants, avec des températures de plus de 50 degrés. Vous voyez ce que c'est, ce genre de chaleur. Pour les Américains, ça fait plus de 120 degrés Fahrenheit. Et si vous êtes près de la côte, c'est 100% d'humidité. Plus on s'en éloigne, pire c'est. Je vais le dire comme ça. Des amis à nous, des Arabes, des chrétiens orthodoxes. Ils vivaient au Koweït, ils y travaillaient. Ils avaient une employée de maison et elle étendait le linge, les vêtements mouillés. Elle les accrochait sur la corde et le temps de finir de tout étendre, elle retournait au début de la corde pour les décrocher. En 5 minutes, il n'y avait plus une trace d'humidité dans les serviettes, complètement sèches. L'air est tellement sec qu'il aspire toute l'eau. Et pourtant, il n'était pas si loin de la côte, le Koweït n'est pas très grand. Mais voilà, c'est ça la chaleur. Et aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent sans eau. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils restent et ils meurent, soit ils se battent pour leur eau, soit ils partent. Je veux dire, il y a assez d'eau pour survivre, un peu misérablement, mais pour survivre quand même. Mais combien de temps ça va durer? Et je pense que ça va arriver. Les Américains ont encore une fois libéré le génie de la bouteille. Ils ont commencé à viser les infrastructures clés de l'Iran, les centrales électriques, les ponts. C'était presque ironique, parce qu'un des ponts qu'ils ont détruit, comme l'Iran est en sécheresse, ils ont essayé de bombarder le pont, sauf que la rivière en dessous est complètement à sec. C'était un de ces moments où Trump disait « Ah, on a détruit le pont ». C'était un pont stratégique, bien sûr. Ouais, donc enfin, c'est, désolé, pas un grand objectif comme tu pensais. Mais regarde, le fait que ces gars aient été tués en Jordanie, si tu regardes les vidéos, d'abord c'est hallucinant. Ils n'ont toujours pas de bunker. À ce stade, tu te dis, bon sang, c'est pas possible, ils ont toujours pas de bunker. Franchement, à quel point faut-il être ignorant ou complètement fou? Et quel genre de commandant faut-il être pour que tes soldats vivent encore dans des conteneurs alignés sans abri correct? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Même si t'en avais pas avant, avec ces 2 mois de pseudo-cessez-le-feu, blocage après blocage, t'aurais dû creuser des bunkers partout. C'est incroyable. Et les frappes iraniennes sur les logements, la façon dont tout a explosé, c'était un véritable brasier. Des images commencent à sortir. C'était un véritable enfer. Alors, quand on me dit que 2 types sont morts et que peut-être 2 autres ont été blessés, que le clan kurde a péri et a été évacué par avion vers l'Allemagne, et qu'une 12aine d'autres ont été blessés, franchement, je n'y crois pas une seconde. D'après les sources que j'ai eues, je ne m'attendais pas à 15 morts dans la première phase, mais plutôt à 150, donc peut-être 10 fois plus. Et on m'a aussi dit qu'en réalité, il y en aurait bien plus de 1000 qui ont été tués. Alors combien de personnes sont mortes?
beaucoup plus que ce que le gouvernement américain admettra jamais. C'est un peu comme quand Zelensky dit qu'il y a 50 000 morts en Ukraine. Et puis on voit un cimetière militaire avec environ 50 000 tombes de l'année, rien qu'à Kharkiv. Alors vous savez, ouais d'accord, 50 000 morts en 4 ans bien sûr. Et 10 millions de Russes, faut pas oublier ça. C'est la même chose, ouais. On aurait tué tous les Iraniens qui ont jamais existé et on aurait perdu 2 gars. C'est ce genre de conneries qui sort de la Maison-Blanche en ce moment. Pareil que quand Trump est allé dire, vous savez, on a parlé aux Chinois, et les Chinois, on les a forcés à accepter qu'ils n'aideraient pas l'Iran. Et 1 heure plus tard, les Chinois sortent en disant « Ah non, on n'a même jamais parlé ». Et là, c'est genre « Ah ouais, bon, peut-être qu'on peut parler, mais ils savent qu'on leur met la pression et qu'ils ne vont pas le faire. » Vous voyez, c'est un régime qui ment comme il respire. Tout ce qu'ils disent, en gros, faut juste l'ignorer. C'est un mensonge. Oui, la Jordanie vient tout juste. Le ministère des Affaires étrangères jordanien vient d'annoncer que l'ambassadeur d'Iran a été convoqué et qu'un message de protestation très ferme lui a été remis. La sécurité de la Jordanie, c'est une ligne rouge. Ce type est... Si la sécurité était vraiment ta ligne rouge, tu ferais partir les Américains de là-bas pour qu'ils ne tirent plus depuis ton territoire. Voilà. Vous savez, c'est quand même incroyable d'essayer de comprendre l'état d'esprit de ces gens-là. D'un côté, ça fait quoi? 4 mois, 5 mois qu'ils attaquent l'Iran en passant par la Jordanie. Et maintenant, ce type sort en disant que la sécurité, c'est important. La sécurité, ce n'était pas important avant, quand il participait avec les États-Unis pour attaquer l'Iran. C'est hallucinant ce qui se passe avec ces gens-là. Les États arabes du Golfe. Ah, on est des victimes, on est des victimes. On ne sait pas ce qui se passe. D'accord, les Américains font décoller leurs avions depuis notre territoire et ils tirent, tu vois, des HIMARS, des missiles de haute précision, depuis chez nous. Mais on est des victimes, toujours des victimes. Ah, oups, vous avez découvert qu'on tirait aussi? Eh bien, on reste des victimes. C'est comme un petit ami qui bat sa copine tout le temps, lui offre des fleurs, la frappe encore et dit que c'est de sa faute. C'est moi la victime ici. C'est ce niveau de folie. Et puis tu sais le truc, c'est que les rois hachémites ne sont pas vraiment populaires en ce moment, surtout auprès de beaucoup de Jordaniens d'origine palestinienne. Donc si la Jordanie prend trop de coups et que ses infrastructures s'effondrent, ça pourrait bien leur coûter le trône. Alors franchement, la chose intelligente à faire serait de dire aux Américains « Allez, on ferme, on ne sera pas la marionnette d'Israël. » Mais bon, qui parle d'intelligence ici? Aucun d'eux n'a l'air très malin.